يوم 11 جوان 57 900 وألف تم اعتقال أستاذ الرياضيات بجامعة الجزائر الشام موريس أودان من طرف قوات المظليين التابعة للجيش الفرنسي بغية الحصول على اعترافات. تعرض للتعذيب الوحشي حتى فارق الحياة وعمره 25 سنة. ما زالت جثته مجهولة إلى اليوم. جوان 57 900 ألف اعتقال موريس أودان أستاذ الرياضيات بجامعة الجزائر. Déshabille-toi. Je t'ai dit de te déshabiller. Déshabille-toi, sinon je te ferai déshabiller par méga. D'accord? Allez, allez! Pour l'indépendance de l'Algérie. C'est vrai? Qu'est-ce que t'as dit? Quoi? Répète! لكن من هو موريس أودان؟ ولماذا اعتقل؟ Maurice Audin est né en 1932. Et donc en 1942 à Alger, il y a eu le débarquement des Alliés, des Américains, qui ont occupé un certain nombre d'emplacements, disons. En particulier un certain nombre d'écoles. Les enfants qui allaient à l'école se partageaient le matin les garçons, l'après-midi les filles ou le contraire, parce qu'il n'y avait plus assez d'écoles et ils avaient une scolarité assez perturbée, quoi. Donc mon grand-père, qui était gendarme, avait la possibilité de mettre son fils dans une école militaire à Mamriga, donc, et l'a donc envoyé pour qu'il ait une scolarité normale. Donc il a commencé sa scolarité dans une école militaire, et au fur et à mesure qu'il a avancé dans sa scolarité, il a été envoyé à l'école, je crois que ça s'appelait l'école préparatoire d'Autun. Quand même, il ne supportait pas du tout d'être dans cette discipline militaire et loin de ses parents, bien sûr, en plus. Donc il a fait les pieds et des mains auprès de ses parents pour qu'il le soustrait de cette école, qu'il le ramène à la maison. Et il a donc quitté l'école militaire d'Autun. Il est revenu sur Alger et donc il s'est toujours battu contre le colonialisme. Et donc c'est absolument naturellement qu'il s'est battu contre le colonialisme au moment où la guerre a été déclenchée, etc., quoi. Simplement, c'était un intellectuel et c'est clair que lui, il n'a pas pris les armes ou quoi que ce soit, il a pris les armes d'un intellectuel. منذ هروب أنغي مايو بشاحنة الأسلحة لم تتوقف المطاردات ضد الشيوعيين. من بين المعتقلين من طرف المظليين الدكتور جورج حجاج لأنه قام بمعالجة عضو قيادي في الحزب الشيوعي الجزائري المدعو بول كاباليرو، والذي كان مختبئا عند موريس أودان. تحت التعذيب يتهم جورج حجاج موريس أودان ويكشف عن نضاله مع الحزب الشيوعي الجزائري. La cible réelle des parachutistes, ce sont les dirigeants du Parti communiste algérien, André Moine et Paul Caballero. بول كاباليرو أحد أعضاء إدارة الحزب الشيوعي الجزائري مثل أندري موان، وكان مبحوث عنهما من طرف الجيش الفرنسي بتهمة مساعدة جبهة التحرير الوطني في صناعة القنابل. On le cherche. Allez, on le met dans la pièce à côté. Il y a plus de place. On pourra mieux travailler. Exécution. Le troisième à être arrêté, c'est Henri Alleg. Henri Alleg a été arrêté parce qu'Henri Alleg s'est présenté au domicile d'Audin. Et en fait, un militaire était là avec Madame Audin et les enfants. Et donc, c'est comme ça que Alleg a été arrêté.
Maurice Audin, visiblement, il n'a pas résisté aux séances de torture. Ce que les militaires appelaient des interrogatoires un peu durs, qui étaient en fait des séances de torture, exactement comme un certain nombre de gens les avaient vécues avec les nazis, et même pire. Alors, on va parler? Hein? Toujours pas parler? Crois-moi que tu vas parler. La Gégène, tu connais? Tu en as entendu parler, non? Tu as écrit des articles dessus. Je me trompe? Ne te tutoie. C'est moi le patron ici. Rien que pour la morale. Tu vas avoir une petite giblée. Allez, exécution! Tu ne parleras pas! Tu parleras! Ce qui est sûr, c'est que ça a duré quand même pas mal de temps, puisque Henri Alleg le raconte, il est resté quand même pas mal de temps à subir les séances de torture. Hein? Salaud. Il est à toi, chef. Fais ce que tu veux. Voilà. Allez, viens! Attends! Viens, je te dis! À genoux! À genoux! À genoux, je te dis! Est-ce que tu sais que tout le monde parle ici? À genoux, je te dis! Tu vas parler, le merde! Ici, on parle! Tout le monde parle! T'es mort ici! Tu le sais! On ne sait pas toujours au jour d'aujourd'hui ce qui est réellement arrivé à Maurice Audin, si ce n'est qu'il n'est jamais revenu, qu'on n'a pas retrouvé son corps. Alors les militaires, en fait, ont joué une comédie. Ils ont dit que Maurice Audin s'était évadé, mais là, dans le cas d'Audin, ce qui est particulier, c'est qu'ils sont allés jusqu'à jouer une fausse scène d'évasion, c'est-à-dire qu'un militaire s'est habillé en civil. Ça, c'était le soir du 21 juin 1957. Il est monté à l'arrière d'une Jeep qui était conduite par un autre militaire qui s'appelle Cuomo, puis il y avait un passager qui s'appelait Misiri. Et ils ont dit qu'ils devaient transférer Audin du centre de tri d'Elbiar où il était détenu vers un autre local des parachutistes pour continuer son interrogatoire. Et le militaire qui était assis en civil derrière, qui jouait le rôle d'Audin, en fait, a sauté de la Jeep à un moment donné sur le trajet, ce qui leur a permis d'avoir un témoin, puisqu'il y a un monsieur qui habitait dans l'endroit où c'est arrivé, qui a témoigné qu'il avait vu une Jeep conduite par deux militaires et un homme en civil sauter de la Jeep dans un tournant et s'enfuir. Et donc cette version, selon laquelle Maurice Audin s'est évadé, est restée jusqu'à aujourd'hui la version officielle de l'armée française. Visiblement, mon père a été arrêté le 11 juin et il a soi-disant été évadé, il s'est soi-disant évadé le 21 juin, ça veut dire qu'il a été assassiné le 21 juin. On sait parfaitement ce que ça veut dire à l'époque. Il s'est évadé, ça veut dire qu'on l'a assassiné, il n'y a pas de souci. On s'est débarrassé de lui et on l'a assassiné. Donc les militaires se sont retrouvés avec un problème d'avoir tué ce type-là dont ils se rendaient compte au dernier moment que ça allait leur créer des problèmes. Et donc je pense que ça a certainement sauvé la vie aux autres, le fait d'avoir du tout arrêté à ce moment-là et d'avoir dû faire un simulacre d'évasion, etc. Il est clair que le fait qu'un des trois soit mort a fait que les deux autres ont pu s'en sortir, certainement. Tout de suite, sa femme sait très bien quels sont les risques d'une arrestation par les parachutistes, parce qu'on est en juin 1957, ça fait 6 mois que les militaires ont les pouvoirs de police à Alger, et tout le monde sait que d'une part la torture est massivement pratiquée, et d'autre part qu'il y a des disparitions après les arrestations, donc des gens qui ont été exécutés ou qui sont décédés pendant les séances de torture.
Donc elle alerte tout de suite toute une série d'autorités pour essayer de savoir où est son mari, où est-ce qu'on l'a emmené. Quand ma mère a à peu près immédiatement essayé de savoir ce qui s'était passé, s'est jetée dans la gueule du loup en allant voir les militaires pour essayer d'avoir des nouvelles, en exigeant des rendez-vous, en exigeant de le voir, etc. Et puis ensuite, elle a été immédiatement voir les avocats qui arrivaient à venir jusqu'à Alger. En l'occurrence, à l'hôtel Aletti, il y avait un certain nombre d'avocats qui réussissaient à passer de temps en temps et qui pouvaient, donc Jules Boerker, Pierre Braun, qui pouvaient donner un coup de main, essayer de commencer à lancer des démarches juridiques, judiciaires, etc. Et effectivement, elle a passé tout l'été à essayer de contacter des universitaires français, à essayer de contacter des gens qui avaient écrit dans Le Monde contre la guerre d'Algérie ou contre la torture ou pour essayer de remuer un peu tout le monde. Et donc, effectivement, les intellectuels se sont remués. Ils ont créé un comité Odin. Pierre Vidal-Naquet, qui était un jeune professeur assistant à la fac de Caen, a répondu à ma mère en lui disant que le mieux ce serait de faire une enquête et de bien mettre en relief tout ce qu'elle savait, tout ce qui s'était passé pour essayer de faire sortir la vérité, quoi. Pierre Vidal-Naquet, c'est un historien spécialiste de l'histoire de la Grèce ancienne. Et lui a repris les pièces du dossier et il a composé un livre dans lequel Jérôme Lindon a joué un grand rôle. Jérôme Lindon qui dirigeait les éditions de Minuit. En fait, il a fait le livre avec Pierre Vidal-Naquet. Donc ils ont repris toutes les pièces du dossier et ils ont démontré que l'évasion était une mise en scène en reprenant les papiers qui avaient été fournis. Donc notamment, il y a un certain nombre d'incohérences, notamment pourquoi transporte-t-on un prisonnier sans le menotter, alors que c'est un prisonnier qu'on emmène d'un endroit à un autre pour un interrogatoire. Et puis il y a un autre élément aussi qui est celui de la corpulence, c'est-à-dire que le militaire qui a joué le rôle d'Odin n'avait pas du tout un physique semblable à celui d'Odin. C'était quelqu'un qui avait une bonne carrure, ce qui n'était pas le cas de Maurice Odin. Donc en relevant toutes ces incohérences, ils ont démontré que c'était une mise en scène. Et donc ça, c'est publié en mai 1958. Et à partir de là, ils se sont lancés dans la quête de la vérité. C'était une quête très difficile, sachant que tous les papiers qu'on pouvait trouver étaient des papiers mensongers, puisque c'était des papiers qui racontaient l'évasion. Et donc, pour trouver la vérité, il fallait faire parler des gens. Et c'est toujours le problème qu'on a aujourd'hui. La vérité, elle est certainement dans la tête de ceux qui étaient présents dans les derniers instants de vie de Maurice Odin et qui, eux, savent ce qui lui est arrivé. En France, il y a eu un comité qui s'est formé pour faire la vérité sur ce qui était arrivé à Odin. L'affaire est arrivée en France par plusieurs canaux. D'abord, Josette Odin a alerté un certain nombre de personnes qu'elle connaissait. Et puis, Maurice Odin allait soutenir une thèse de mathématiques. Il l'avait terminée. Et donc, il avait pris des contacts en France pour composer son jury. Donc, les milieux universitaires ont été assez vite mobilisés, et notamment Laurent Schwartz, qui était un mathématicien et qui connaissait le travail d'Odin. Donc, le comité en France s'est mobilisé. Ils ont organisé une soutenance de thèse en l'absence de Maurice Odin au mois de décembre. C'est quelque chose d'assez rare. C'est pas exactement la première fois, mais presque, que ça se produisait. C'est-à-dire faire une cérémonie de soutenance de thèse en l'absence du candidat. Donc une soutenance de thèse qui a été l'occasion d'une manifestation silencieuse mais assez forte, puisqu'il y avait un certain nombre de personnalités dans cet amphithéâtre de la Sorbonne, le grand amphithéâtre de la Sorbonne. C'était quelque chose de complètement extraordinaire. Il y avait l'idée de dénoncer la répression en même temps. Et le comité Maurice Odin et
l'organisme principal de la dénonciation de la guerre en France. À partir du cas de Maurice Audin, ils ont dénoncé la torture, ils ont dénoncé les disparitions, ils ont dénoncé les exécutions sommaires, et surtout, pour nous historiens aujourd'hui, ils ont fait un travail incroyable, qui est qu'ils ont reconstitué ce qu'on appelle le système arrestation-détention de la bataille d'Alger, comment les militaires arrêtaient les gens, pouvaient cacher ce qu'ils faisaient aux autorités. Il y a un jeu au sein des autorités françaises de secret de la part des militaires qui ne disent pas tout aux autorités civiles, même entre eux, il y a des rivalités, c'est quelque chose de complexe. Donc c'est quelque chose qui a marqué et qui a fait que tout ce qui était les comités Audin qui sont constitués, le comité Audin, mais les comités Audin qui sont constitués un peu partout, ont eu une certaine audience et ont réussi à faire tout un combat, pas seulement sur Maurice Audin, parce que Maurice Audin c'est un exemple, mais sur l'ensemble des gens qui étaient dans sa situation, qui étaient moins connus que lui, mais qui ont été évalués à quelque chose comme 3000, qui ont disparu dans les mêmes circonstances au même moment sur la bataille d'Alger, qui n'avaient pas eux la chance d'être un brillant mathématicien ou des choses comme ça, quoi. Le comité Audin, il était contre la torture, il n'était pas seulement contre la disparition de Maurice Audin, il se battait pas seulement pour essayer de savoir la vérité sur Maurice Audin, il essayait de se battre aussi contre la torture. هذا ما بين بأن التعذيب ومرتكبوه سيظلون دون عقاب رغم أن ما قاموا به يتجاوز حدود العقل. Maurice Audin, c'était quand même pas un petit Mohamed ou là un petit كما كانوا يقولوا أولاد تاع القصبة, ces indigènes qui pour eux n'étaient pas totalement des êtres humains. Maurice Audin était un Européen, c'était un professeur de maths à l'université, il avait donc un statut social, et à cette époque, il avait une telle fureur, une telle férocité, que même la qualité de Maurice Audin ne les a pas fait reculer. Et Maurice Audin a été torturé, il a tout connu, Henri Allègre en parle très bien. أصبحت تضحيات ومواقف موريس أودان معترف بها في فرنسا اليوم. بالمقابل ذلك لا يعترفون بتصفيته من طرف جنود المظليين. بعد مرور نصف قرن ما زال الضباط الفرنسيون يرددون أن موريس أودان قد هرب. وبما أن جثته لم يتم العثور عليها فإننا لا نملك إلا فرضيات. في 2014 الصحفي شارل دونيو يصدر كتابه الحقيقة حول وفاة موريس أودان، يكشف فيه أن موريس أودان قتل بطعنة خنجر ودفنت جثته في فيلا تبعد 20 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة. هذه المعلومات استقاها الكاتب من الجنرال أوزاريز الذي توفي أياما قبل صدور الكتاب. ذكرى الأستاذ موريس أودان تبقى راسخة وللأبد، وإحياؤها بجائزة للرياضيات تحمل اسمه تسلم سنويا للباحثين الرياضيين. سنة 2010 إطلاق تسمية موريس أودان على حديقة في منطقة أورجونتاي بالضاحية الباريزية. لكن الجزائر اعترفت بتضحيات موريس أودان منذ فترة طويلة. منذ 4 جويلية 63 900 ألف مرسوم رئاسي تم بموجبه تغيير تسمية ساحة الماريشال ليوتي إلى ساحة موريس أودان وسط الجزائر العاصمة تخليدا لنضال أستاذ الرياضيات المختفى. وفي المقابل صورة موريس أودان تتوج لوحة رخامية عند مدخل نفق الجامعة التي كان موريس أستاذا بها، وهو يبتسم وينظر إلى السماء. بفضل تضحيات موريس أودان أدرك العالم كله ماذا تعني كلمة الحضارة عندما تنطقها أفواه المستعمر وغلاة الفكر الاستعماري.